Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour et bienvenue dans l'émission Écrire. Cette semaine, je reçois mon ami Gauthier Battistella qui a publié au printemps son 3e roman, intitulé Chef, aux éditions Grasset. Il fait suite notamment à un premier roman très remarqué, Un jeune homme prometteur, paru aussi aux éditions Grasset. Gauthier a grandi à Toulouse, il a fait ses études à Strasbourg avant d'intégrer le Guide Michelin en tant qu'auteur, pas en tant qu'inspecteur. Je l'ai rencontré au fil de mes pérégrinations et très rapidement une amitié est née. Il passe cette semaine me rendre visite chez moi. Tout est calme ce matin. Nous discutons autour d'un café. Comme toujours, la question de l'écriture s'invite progressivement dans notre conversation. Tu sais ce que c'est, je pense, le plus difficile quand tu écris et quand tu vieillis. Je vais mettre ça en parallèle parce que le temps d'un livre, c'est un temps qui est très long. Moi, je passe 4 ans, enfin 3 ans. Je publie un livre tous les 4 ans. C'est choisir les livres que tu vas écrire dans ta vie, parce que tu en écriras une dizaine, un peu plus, et tu es toujours porté par un désir qui est contradictoire en vérité. C'est le désir d'avoir du succès, de plaire, en te disant que ça va t'offrir une liberté pour derrière écrire ce que tu veux, et le désir précisément d'écrire ce que tu veux, c'est-à-dire ton grand œuvre, ce qu'il y a au fond de toi-même. Et finalement, tu te trouves à écrire des livres parfois que tu ne pensais pas écrire. Moi, par exemple, quand j'ai écrit Chef, ça m'est venu assez naturellement, mais je pensais que c'était un petit peu parce qu'il fallait écrire un petit peu, d'ailleurs, comme pour le 2e livre, tu sais, quand il faut écrire le 2e roman, tu vois. Il faut passer cette étape du second roman. Et généralement 2 ans après, quoi. Faut pas trop tarder non plus. Ouais. Ben moi, ça m'a été mon erreur, parce que je me suis précipité un peu vite. Et j'avais écrit un premier 2e roman Donc le premier, c'est quoi ? C'est Un jeune homme prometteur ? Un jeune homme prometteur, 2014. Qui a très bien marché, d'ailleurs. Oui, comme premier roman, c'était vraiment... Il y a eu une belle... Réception. Une belle réception. Moi, je dois avouer que on n'est pas couché à jouer un grand rôle, de toute façon. C'était fin août. Tu sais très bien que fin août, avant même que ton livre paraisse, tu sais en gros à quelle sauce tu vas être mangé, quoi. Tu vois. Donc il y a eu Un jeune homme prometteur qui était le premier, et la réception a été très bonne. Tu as rencontré plein de monde aussi, tu as fait toute la série des salons, etc. Qu'est-ce que tu as découvert sur ce milieu ? Comment tu as vécu toute cette période ? Parce que tu es sorti de l'ombre, quelque part. Oui, enfin, en fait, on s'habitue très vite à la réussite. C'est-à-dire que quand j'étais à Toulouse, je rêvais d'être à Paris. Quand j'étais à Paris, je rêvais de publier un livre. Puis j'ai publié mon livre, je rêvais de le publier soit chez Grasset, soit chez Gallimard. Moi, j'ai envoyé au début, l'histoire, c'est que j'ai envoyé mon premier chez Gallimard, et Gallimard avait dit oui, j'ai envoyé qu'à Gallimard. Puis ensuite, j'ai eu une mésentente avec un des éditeurs. Et puis après, j'ai envoyé chez Grasset. Donc moi, je suis vraiment pas un bon exemple. J'ai envoyé chez Grasset qui m'a dit oui. C'était Emmanuel Carcassonne il partait chez Stock. Il m'a dit alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous voulez rester chez Grasset ou est-ce que vous partez avec moi chez Stock ? Et j'ai décidé de rester chez Grasset. Puis ensuite, j'ai publié chez Grasset. Puis ensuite, j'ai écrit ce premier roman qui a eu un certain succès, en tout cas un succès médiatique. Et puis, oui, j'ai découvert ce qu'était le romancier au quotidien, c'est-à-dire les salons, quand tu es derrière ta table. Pour te dire toute la vérité, je pense que c'est là donc j'ai rencontré des écrivains, c'est-à-dire les autres écrivains. J'ai le sentiment que parfois on devrait pas rencontrer les écrivains, enfin que quand on a vraiment aimé un livre, surtout ne pas chercher à rencontrer l'auteur, parce qu'on sera forcément déçu. Parce que il y a un côté, une camaraderie qui est sympathique, tu vois, mais il y a à côté des travers, je trouve. Donne-moi un exemple. Par exemple, cette façon que tu as de vendre ton livre comme tu sais très bien de quoi je veux parler. Comme un papier. Ouais, comme des saucissons.
tu vois. Bah oui, mais ça, Et- il faut passer non, outre. mais je sais, mais tu vois, par exemple, récemment, je suis allé pour une signature, c'était à 12h30, euh, pour mon dernier livre, hein, qui pourtant a une presse incroyable. euh, Pour chef. ouais. Et j'ai eu un grand moment de solitude parce que tu avais une dame qui était très gentille au micro qui disait aujourd'hui nous avons Gauthier Battistella. Alors là vraiment ça faisait super marché. Tu vois, Mais tu c'était t'en fous, il y a une Gauthier, enfin. promo. C'est pas grave tout ça. Oui, mais c'est pas grave. Mais C'est pas il faut grave. Mais compartimenter. oui, je sais qu'il faut compartimenter, mais c'était je m'étais toujours dit euh, jeune, je me suis dit en vieillissant, quand tu t'emmerdes dans une soirée, au lieu de fumer un paquet de cigarettes et de boire, tu t'en vas. D'accord? Quand j'ai commencé à faire les salons littéraires, où tu vois, il y a des endroits où tu te sens mal à l'aise, je me suis dit non, c'est terminé, je le ferai pas. Et tant pis si je vends pas 10 livres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je sais pas. Si tu veux, je pense déjà à la chance que j'ai, ne serait-ce que d'être là. Ça fait partie du job. Tu ravales ton ego, 2 secondes, tu ravales ton ego et toute la mythologie autour de l'artiste et même ta sensibilité parce que c'est épuisant. Moi, je parlerai pas d'ego, je parlerai de sensibilité, précisément. C'est le job et c'est la partie plus ingrate du job. De la même façon que dans l'écriture, certains aspects sont ingrats, l'aspect correction, l'aspect fact-check, les bouquins super chiants que tu dois lire pour t'informer du sujet que tu vas aborder, c'est très ingrat, non? Si, mais là, pour moi, d'accord, je comprends. Et dans les salons littéraires, il m'arrive en fait, en tout cas, j'ai du mal à accrocher l'attention des personnes. Tu sais, à côté de moi, il y en avait qui disaient ah, pour un livre acheté, un marque-page offert. À la limite, je veux bien être derrière ma chaise, discuter un petit peu avec les lecteurs, etc. Mais là, le côté, le micro, et aujourd'hui, nous avons Gauthier Battistella. Non. Moi, j'en vois qui sont invités dans aucun salon, qui ont eu aucune presse sur des livres vraiment très bons. C'est extrêmement violent. Non, mais c'est extrêmement violent. On C'est est extrêmement entouré violent, de bien sûr. beaucoup plus de bons auteurs dont on ne parle pas que de. Tu es d'accord? Oui, oui, Rien tout que à fait. pour ça, on devrait faire attention. Non, mais évidemment, en fait, c'est Parce parce qu'on que fait tu m'as partie des attiré sur ce privilégiés. sujet. Oui, Ouais. oui, je suis ravi d'être chez Grasset. Chez Grasset, je suis pas sur un paquebot, je suis sur un petit voilier. Tout le monde est là, à bord. On s'appelle régulièrement. Il y a un soutien psychologique des auteurs qui est indispensable actuellement parce qu'il faut bien voir que pendant tout le Covid, les gens ont lu. Et moi, je sors une année d'élection et, euh, et un moment où on a ce qu'on appelle la sidération ukrainienne. C'est-à-dire, il n'y a plus personne dans les librairies. Les libraires disent on n'a pas vu ça depuis la première guerre en Irak. Tu vois, c'est pas de chance. Depuis 91, tu vois. En même temps, ils ont eu une très bonne année avec le Covid. Ils ont eu 2 ans extraordinaires. Sauf que moi, je pense aussi à mon objet, mon petit objet. Je veux revenir sur ce truc de séduction, parce que c'est vrai qu'on entretient un rapport de séduction avec le monde en général. C'est une chose qui nous caractérise. Je pense que l'écrivain en général, tu vois bien, entretient un rapport de séduction. Et d'ailleurs, quand il est déçu, c'est extrêmement violent. Tu sais, par exemple, tu vois, tu regardes sur Instagram. Moi, je n'étais pas sur Instagram. Je me suis mis sur Instagram parce que Grasset m'a dit, va sur Instagram. Et je vois certains écrivains que je ne nommerai pas qui tartinent tous les jours parce qu'ils sont dans... Et c'est des écrivains à succès. Parce qu'ils attendent qu'on leur dise à chaque instant qu'on les aime, tu vois. Et chaque like pour eux, tu vois, c'est du baume. Mais c'est fou. Moi, je suis dans un rapport peut-être de séduction de la personne, enfin, Oui. directement, plutôt que ça. D'où ça vient? Quelle est l'origine plus Ben, moi, je peux profonde? te le dire. C'est peut-être quand on était jeune, dans la cour d'école, il y avait peut-être des enfants qui étaient à côté ou qui réfléchissaient à des choses auxquelles les enfants réfléchissaient, les autres de ton âge réfléchiraient 5 ans plus tard. Moi, j'ai été fils de prof dans le collège de ma mère, c'était pas toujours facile. J'ai eu des moments de solitude, j'étais un petit peu rondouillard. Je pense qu'en fait, cette espèce de construction de l'enfance fait que quand on arrive à dépasser ça, parce que finalement on dépasse en grandissant, parce que plus on s'élève, on va dire, intellectuellement, je veux dire, ou dans les classes, plus on rencontre des gens qui nous ressemblent. Quand je suis arrivé à Hippocane, je sais pas si tu as fait les classes prépa, tu rencontres des gens qui peut-être ont eu les mêmes inquiétudes que toi, les mêmes doutes. Et en fait, et je pense qu'on garde tellement de choses de l'enfance. Tu vois, je me dis toujours, t'as beau être la plus grande star,
si tu te retrouves sur un plateau avec un mec qui t'a humilié dans ton enfance, quoi qu'il soit devenu, tu vois, ce type-là, je pense que pendant quelques secondes, tu es ramené à ce que tu étais, tu vois. Et je pense que finalement, on est toujours ce qu'on était. À l'intérieur de nous, il y a un petit Gauthier qui gesticule sur un tabouret, quoi, tu vois. Revenons à Chef, parce que en fait, ces questions-là sont aussi au cœur de ton livre. Celle de la reconnaissance, celle de la séduction, celle de la réussite, celle de l'enfance, celle de la transmission, celle de la cour d'école. En fait, finalement, tout ça est au cœur de ton livre. Mais je préfère que tu parles de ton bouquin en quelques lignes pour les gens qui vont nous écouter, qui l'auront pas lu, plutôt que je le fasse, parce que tu le feras mieux et que ça fait 3 semaines ou quoi, 1 mois que tu le fais. Eh bien, en 4 ou 5 lignes, c'est l'histoire de Paul Renoir. Paul Renoir vient d'être élu le plus grand chef du monde, il a 62 ans. Et au second chapitre, on le retrouve suicidé, son fusil de chasse à côté. Paul Renoir a été formé par sa grand-mère, qui s'appelle Yvonne, qui est une amie de la mère Brasier. Et donc, cette histoire de Paul Renoir me permet de visiter 50 ans de cuisine française. En alternance, un chapitre sur 2, il y a la suite du restaurant après la mort du père, quelque part. Est-ce qu'un restaurant peut survivre à son créateur avec les conspirations, Sex, drugs and rock and roll dans la cuisine. Exactement. Mais aussi toute l'histoire de la cuisine française. Il y a toute l'histoire de la cuisine française avec Paul Renoir, puisqu'il nous dit jeu, puisque en fait, ce sont des rushs de Netflix qu'on écoute. Donc, c'est lui qui parle. Hein, Parce donc. qu'il faut préciser que au début du bouquin, Netflix vient de finir une série à la Top, comment ça s'appelle cette émission? À la Top Chef? Non, à la Chef's Table. Chef's Table, voilà, avec Paul Renoir. Alors ils attendent, voilà, Netflix attend Paul Renoir. Ils attendent tous Paul Renoir. Le début, c'est ça, dans la cuisine. Sauf qu'il est déjà mort. Et donc, à travers les rushs de Netflix, c'est Paul Renoir qui va nous raconter sa vie depuis l'enfance jusqu'à ses 62 ans. Et puis, il y a plein de choses qui vont... C'est comme un tableau, tu vois. C'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'il a accompli son geste, ou pas. Tu disais tout à l'heure que ce livre t'est venu assez facilement. C'est vrai? Ou c'est un truc que tu racontes parce que c'est ce qu'il faut raconter? Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un livre que... en fait, j'ai travaillé 15 ans au Guide Michelin. Je côtoie beaucoup de chefs, je suis ami avec des chefs, c'est pour ça, parce que je n'étais pas inspecteur. Avec des grands chefs, j'ai passé du temps en cuisine. À une époque, Alain Ducasse, il voulait écrire quelque chose sur le Plaza Athénée, donc je m'étais déguisé en commis, j'arrivais le matin et je repartais le soir. Les gens dans la cuisine ne savaient pas qui j'étais, je prenais des notes, il y avait 9 nationalités différentes, il y a eu du sang, des tensions, il y a aussi des moments d'excellence, de douceur, de compagnonnage, de complicité. Et tout ça, j'ai eu envie de le raconter. En fait, j'ai été poussé à le raconter par les 2 années de confinement qu'on a vécues, où finalement on nous disait, en fait, en nous disant de rester à la maison, on cassait un petit peu ce lien social qui fait que nous sommes des êtres des êtres d'affect, des êtres de chair, des êtres de chair, de sensations. En fait, ce qu'il y avait de plus violent dans le confinement, c'était de nous enfermer chacun chez nous et quasiment de nous empêcher de communiquer. Parce que certes, on avait Zoom, etc., mais on a arrêté de communiquer comme nous. Par exemple, on communique tous les deux là, les yeux dans les yeux. Et donc, j'ai commencé à écrire. Au début, je voulais écrire quelque chose autour de la convivialité, de ce qu'on avait perdu, tu vois. Et finalement, c'est devenu l'histoire de Paul Renoir, c'est devenu l'histoire de la cuisine. Et puis, ça me permet aussi de raconter non seulement ce que la cuisine a été, et ce qu'elle est en train de devenir. Oui, parce que ce qui est fort plaisant dans ton livre, c'est cette juxtaposition entre l'histoire de ce terroir, de cette cuisine, de cette gastronomie française qui est aussi l'histoire de France, et les problématiques extrêmement contemporaines de célébrités, de réseaux sociaux, de hype, etc., mais qui devaient exister déjà à l'époque aussi. D'abord, je trouve que tu as très bien construit le livre. Bon, c'est une construction très cinématographique, c'est très scénarisé, finalement, non? Je dois l'avouer, ouais, tout à fait. C'est une construction... Avec des chapitres très courts, finalement, il y a 2 romans en un. Il y a un roman qui s'étend sur plus de 60 ans, et le deuxième, finalement, ne dure que 3 mois. Et il fallait que ces 2 temporalités s'enflent et désenflent en permanence pour se répondre. Parce que tu vois, d'un chapitre à l'autre,
on découvre le fils Mathias, puis dans le chapitre suivant, il est devenu grand. Et les deux côtés doivent dialoguer, euh, et chaque partie apporte à ce qui a précédé. Ouais. Ça a été intéressant d'ailleurs de tisser ça. Alors moi j'ai une question très personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, à toi, dans ta vie personnelle, dans ce que tu as compris de ta propre histoire, pour invoquer ce roman? Tu te marres parce que je sais des trucs sur toi. Non, mais puis en fait, ce qui t'intéresse, c'est ça. Mais j'aime bien parler de ça parce qu'en fait, tu as dit quelque chose de très vrai. Déjà, que c'est pas que l'histoire de la cuisine française, c'est aussi l'histoire de France, et que c'est pas je vais dire ça sans. C'est pas un bouquin de cuisine, c'est un roman. C'est beaucoup plus une histoire de France. Et c'est l'histoire d'un homme. Lamartine étant revenant beaucoup, donc je pense que tu as un petit fait pour la Deuxième République et pour le romantisme, et pour une forme de lyrisme. Ta langue est extrêmement lyrique, mais tu l'es, alors ça je tiens à le dire aux gens qui vont nous écouter, tu l'es dans la vie de tous les jours. Tu es lyrique dans tes textos, c'est comment tu viens prendre un café. Oh non, c'est tout. Chaque fois, c'est la réponse est toujours très lyrique. Ce qui est éminemment sympathique, mais on sent que tu as été un gamin qui a lu. Bon, après aussi, il faut préciser que ta grande posture, c'est je ne lis pas de littérature contemporaine. Bon, soit, ce qui a tendance à m'énerver un petit peu quand tu dis ça, mais pas m'énerver. En fait, c'est la vérité. Alors, parle-moi de ça. Pourquoi ? Est-ce que c'est une coquetterie, une posture, une peur de te confronter, de perdre ton temps ? Parce qu'on ne sait jamais avec la littérature contemporaine si elle va être bonne ou pas. C'est quoi le truc ? Si je dis ça, je vais pas me faire des amis, mais oui, c'est une peur de perdre mon temps. Oui. En fait, si tu veux, les siècles, le tamis des siècles nous offre le meilleur, tu vois. En fait, je suis rarement attiré par les intrigues des livres dont je lis les résumés aujourd'hui. Et on est quand même, je pensais qu'on était sorti de l'autofiction, et pas du tout, en fait. Et là, on arrive dans une littérature qui est de plus en plus... une littérature qui veut dire des choses sur la société et qui se proclame comme telle. Ben moi, j'aime bien que la littérature elle dise des choses sur la société de son temps, mais sans se proclamer comme telle. Voilà. Mais qu'est-ce que ton livre dit de la société, justement ? Moi, j'ai l'impression que mon livre, c'est un constat nostalgique, c'est un adieu un petit peu à une certaine forme de liberté, parce qu'en effet, je considère que chaque année qui avance, on perd de plus en plus de liberté individuelle, puis personne ne s'en rend compte, ou alors c'est totalement accepté. Ce qui s'est passé lors de l'épisode du Covid est assez saisissant, c'est-à-dire qu'on te dit le masque ne sert à rien, donc personne n'a de masque, puis le masque sert à quelque chose, ah tiens, puis une deuxième dose, une troisième dose, puis pourquoi pas une quatrième, puis les gens suivent, en fait, et les gens suivent non seulement d'une façon moutonnière, mais d'une façon aussi destructrice pour ceux qui refusent de suivre, refusent d'aller là où ils vont. C'est-à-dire que tu avais une condescendance dans les médias, d'ailleurs même au niveau du gouvernement, qui était pour ceux qui juste émettaient des doutes. C'est-à-dire qu'on nous a appris à douter. Mais Gauthier, pour revenir à ton livre, je trouve que ce que tu racontes dans le livre n'est pas tout à fait ça, justement. Il y a un très très beau chapitre sur la guerre, sur la grand-mère de Paul Renoir. Donc il faut expliquer que Paul Renoir, il a été formé par sa grand-mère, qui était une femme absolument éblouissante, époustouflante, qui était une agricultrice, qui a monté ce restaurant, qui a été finalement étoilée. Je pense que ce n'est pas un hasard d'ailleurs si c'est une femme. Je pense que tu joues aussi sur la place des femmes dans la cuisine, et c'est important, c'est aussi au cœur du livre. Mais c'est-à-dire que c'est une place quand même qui est c'était de la restriction pure. Donc ce dont tu parles aujourd'hui, là, en espèce d'homme contemporain, effaré par le monde dans lequel on vit, il était tout aussi répressif. Enfin, cette liberté dont tu parles, elle n'était pas forcément là à l'époque. Donc oui, je pense que c'est plus une affaire de nostalgie que de réel... je ne sais pas si ce que tu dis est aussi fondé que ça, puisque même dans ton bouquin, tu ne te rends même pas compte toi-même des restrictions que subit ce Paul Renoir dans son évolution. Aurélie, là, on parle de la guerre. Là, que je sache, on n'est pas en guerre. Et d'ailleurs, la preuve, il a suffi que Poutine intervienne en Ukraine pour que le Covid disparaisse. C'est tout.
Non, ce que je reproche à la société actuelle, c'est que c'est une transformation progressive de tout le monde en esclave médiatique. Tu vois bien. Les gens, les gens sont perfusés à BFM, à CNews, etc. Mais Ils même n'arrivent nous, pas à... en tant qu'auteur. On en parlait quand tu es arrivé. On parlait des Oscars, mais moi, par exemple... Nous, en tant qu'auteur, on est obligé de se vendre et de faire les choses. Enfin, oui, bien sûr. Mais de toute façon, on me l'a dit récemment. Aujourd'hui, l'auteur, il a écrit un livre. Alors ça compte pour 25%, et 75%, c'est... tout le reste, c'est de se montrer, de sourire, de parler, de savoir parler de son livre, d'être sympathique, de faire des podcasts. Non, en fait, mon livre, en fait, il y a aussi, évidemment, pas uniquement de la nostalgie, il y a des constats sur le fait que je trouve que la gastronomie a toujours évolué en même temps que la société. Tu sais, on parle très brièvement, hein. On parle de la nouvelle cuisine avec la bande à Bocuse, c'est le moment du nouveau roman, du nouvel observateur, de la nouvelle vague. On parle des éditions de minuit. Des éditions de minuit. Non, mais il y a ce mouvement complètement fou qui est dans les années 70. Ensuite, la cuisine moléculaire dans les années 2000, finalement, c'est le moment de la guerre en Irak, c'est le moment où Villepin fait son discours et où le Pentagone se dit on va attaquer la France là où ça lui fait mal, à sa gastronomie, à son luxe. Et aujourd'hui... Freedom Fries. Exactement, les Freedom Fries. L'invasion en Irak, le Pentagone, et aujourd'hui, l'évolution de la société, donc il y a une société du légume. D'ailleurs, on le voit même dans les idées. Hein. Tu penses à Passard et tout ça ? Passard, lui, c'est le grand Manitou. Non, je pense à tous ces jeunes, en fait, qui se libèrent aussi un petit peu de Michelin et des étoiles, et qui ont, contrairement aux anciens, une prétention au bonheur. Tu vois ? Ça, c'est intéressant, la prétention au bonheur aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans même, je dirais, dans la chair du chef en lui-même. On n'a plus ces gars qui ont quitté l'école à 15 ans, qui sont des types très durs, comme Paul Renoir. On est plus des gens comme Christophe dans mon livre. Alors Christophe, il faut expliquer qui il est. Christophe va reprendre la cuisine à la mort de Paul Renoir. Il s'y attendait pas, il n'était pas complètement formé pour. Et il va se chercher, il va essayer de tuer symboliquement le père qu'il a formé et d'entrer dans cette société aussi qui est devenue très médiatique, la société des chefs. C'est-à-dire, tu sais, tout à l'heure on parlait des stars. Aujourd'hui, les chefs sont starisés à un point insensé. Hein. Ton livre m'a beaucoup touchée pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai moi-même, il y a quelques années, quand j'étais d'ailleurs enceinte, j'ai fait le Tour de France avec Anthony Bourdain. Et donc ton bouquin m'a d'autant plus touchée que Anthony s'est suicidé. Donc pour les Français qui ne connaissent pas Anthony Bourdain, c'est un ancien chef qui n'était pas d'ailleurs un très grand cuisinier, mais qui était un très bon écrivain et qui a écrit un bouquin dans les années 80 qui s'appelait Kitchen Confidential, qui justement dévoilait les coulisses des restaurants, la drogue, le sexe, les bakchiches, la violence, la mafia, la cruauté, et puis le côté aussi extrêmement glamour de tout ce milieu. Et donc, voilà, c'était une sorte voilà, il ouvrait une fenêtre sur cet univers qui était peu connu, avec une vraie voix d'écrivain. C'est bien décrit, c'est à peu près ça. Oui, tout et à puis fait. ensuite, il s'est quelqu'un attelé... que je respectais beaucoup. Ouais. Et qui était politiquement engagé, qui était irrévérencieux, donc quelqu'un d'assez fascinant. Et puis, il est devenu très, très, très populaire parce qu'il avait une émission qui s'appelait No Reservation. Il y en a eu plusieurs. Il voyageait à travers le monde et il goûtait de la nourriture locale et puis il s'entretenait avec les gens dans les différents pays où il voyageait. Et moi, j'ai eu la chance de faire la Bretagne avec lui, toute la Bretagne, et le Sud aussi. Et en Bretagne, on a passé 3 jours avec Olivier Rollinger. Et donc Olivier nous a parlé aussi de ce moment où c'était étouffant d'avoir les étoiles, en fait, et qu'il n'avait plus envie de ça. Et il a renoncé. Olivier est le premier à avoir renoncé à avoir rendu ses 3 étoiles. Et à Michelin, et ça a été accepté par Michelin, ce qui est extrêmement rare. Et donc, tu peux imaginer comme ton livre m'a parlé, m'a plu. Non, mais c'est vrai qu'en plus, tu parles d'Anthony Bourdain... parce qu'il y a ce suicide. Il s'est suicidé dans un restaurant. Hein, oui, on peut il dire. s'est suicidé dans un restaurant, celui d'un grand chef. Ouais.
C'est vrai que je parle un petit peu. Alors, je parle du suicide. Il y a, on passe souvent à l'oiseau, mais moi, moi, le cas Benoît Violier me stupéfie plus. Pourquoi? Enfin, explique qui il est d'ailleurs, parce que tout le monde ne va pas savoir. D'accord. Alors, il y a Bernard Loiseau en 2003 qui se suicide. Il faut savoir juste, je fais une parenthèse sur Loiseau. Il entre chez lui. Il y a son fils Bastien qui est devant un match de foot. Il lui dit de sortir. Bastien ne sort pas tout de suite. Il lui dit de sortir, etc. Donc, en fait, la volonté de Loiseau de mettre un terme à sa vie. De mettre terme à sa vie a duré pendant ces longues, éternelles 15-20 minutes. Voilà. Benoît Violier, lui, c'est un grand chef à l'hôtel de ville de Crissier, qui venait d'être élu meilleur chef du monde, qui était visiblement un chef sans histoire, aimé par sa femme. Et lui, en revanche, c'est un petit peu ce que je raconte dans mon livre. C'est un très grand chasseur, Benoît Violier. Il a écrit une encyclopédie sur le gibier à poil et à plumes qui est extraordinaire, un peu la 18e siècle, tu vois. Il rentre chez lui, il a posé son fusil, la porte claque et le fusil tombe à ses pieds. Et là, on entend un bruit et c'est terminé. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête. C'est l'exergue que je mets de Oscar Wilde. Quand les dieux veulent perdre les hommes, ils exaucent tous leurs vœux. Et je me suis dit, est-ce que en fait, il ne s'est pas retrouvé nu tout en haut de la montagne? Il a regardé autour de lui et il n'y avait plus rien à conquérir. Ouais. Assouvir tous ces désirs n'est pas forcément une bonne chose pour l'humain. Qu'en fait. Non, mais j'en suis persuadé. Ouais. Parce qu'il faut toujours avoir quelque chose à chercher, n'est-ce pas? Chercher, je ne sais pas, mais. Tu sais, je pense assouvir ses désirs, c'est aussi la mort du rêve. Et en fait, je crois que le rêve, c'est l'espoir, c'est ce qui nous tient en permanence. Alors, quels sont les tiens? Qu'est-ce qui te tient en ce moment? Quel espoir te tient? En fait, que tout aille bien, je veux dire, mon espoir, c'est que tout le monde aille bien. Alors, c'est un peu simple comme réponse, mais Leonard Cohen, il avait cette image, tu sais, quand il parlait de The State of Grace, d'un ski qui descend une pente, tu sais, sur une pente de neige, comme ça. Tu sais, c'est vraiment une image à Leonard Cohen, quoi. Et j'aimerais que ma vie, ce soit ça. Que ce soit quelque chose de doux. Voilà. Et évidemment, d'un point de vue de la littérature, que je sois lu, que je puisse écrire encore longtemps ce que j'ai envie d'écrire. Voilà. C'est pas être... ou alors être connu, mais ne pas être reconnu dans la rue. Enfin, être reconnu sans être reconnu. C'est ça, mais tu ne perds pas tu gardes ta liberté. Exactement. Exactement. Alors, attends, revenons un tout petit peu à nos moutons. D'abord, tu as commencé à écrire en ayant la sécurité de travailler pour le guide Michelin à côté. Et donc, tu écrivais dans une forme de quiétude parce que tu n'avais pas besoin de gagner de l'argent avec tes bouquins, parce que tu avais un job très stable chez Michelin. Ce job, tu l'as pas résilié, mais tu as démissionné il y a combien, 1 an? Non, même pas. Non, pas du tout. En décembre, il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à l'écriture, dans ta vie en général, de perdre cette stabilité financière, cette espèce d'ancrage, et puis aussi ce cadre extrêmement rassurant pour les autres comme pour toi? Oui, et puis bienveillant, hein, parce que Michelin a toujours été... je parle de Michelin, par exemple, je parle de Jean-Dominique Sénard, qui a toujours lu mes livres. C'est l'ancien PDG de Michelin, il est aujourd'hui chez Renault. Et récemment, pour Chef, il m'a envoyé une lettre manuscrite. Et donc, c'est vrai que ce que tu dis est juste. J'étais dans un moment de plénitude, j'avais le temps, j'avais pas besoin de... Tu te poses pas de questions quant à un salaire. Ce que ça a changé en tout cas aujourd'hui en bien, ça m'a donné une énergie nouvelle, cette énergie des 45 ans, tu verras, dans quelques temps. Et à la fois une inquiétude, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire vivre sa famille. Tu as quand même 3 enfants. Oui. Je ne sais pas comment tu fais.
Moi-même, je ne sais pas. Mais ça, c'est autre chose. Hein. C'est la question aussi du temps, mais qui est une bonne question. Il faut à la fois être heureux dans ce que tu fais et à côté, évidemment, hein, avoir un ancrage financier qui te permet en fait, de ne pas penser à l'argent. Et donc, c'est vrai que là, par exemple, là, je suis en promo pour Chef, mais à côté de ça, je multiplie les projets. On parlait tout à l'heure de mon voyage en Afrique du Sud pour le Figaro Magazine. C'est extraordinaire. J'ai fait un papier sur Dublin et Joyce. Là, je pars sur les traces d'Agatha Christie. Mais ça fait aussi partie de cette nouvelle économie. Donc, j'ai un autre projet à côté, voilà, qui peut tu donner te sens autre pas... chose. Mais... En fait, tu découvres le monde de l'indépendance. Oui, tout à fait. Et c'est dur, parce que tu es obligé de cumuler. Tu n'as pas l'impression que parfois ton esprit part dans trop de directions, Si. que tu dois mais je l'accepte, Aurélie, parce que démultiplier. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'accepte parce que je me dis, la première année, c'est normal. Tu vois, la première année, j'ai créé une SAS, tu vois, pour pouvoir facturer, par exemple. Ouais. C'est extrêmement compliqué. Je déteste l'administratif. Je me dis, bon, voilà, il faut que je passe par là. Et en effet, j'ai beaucoup de projets. J'ai des BD, j'ai un projet de série, un projet de série télé. Oui, comme moi. Tu es obligé d'avoir 30 voilà. 000 trucs sur le feu. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai une discussion très intéressante avec deux de mes amis. Le premier ami s'appelle Olivier Guèze, tu le connais. Et mon autre ami, ma deuxième amie, c'est Leïla Slimani. Voilà. Et je me disais, bon voilà, je les ai appelés tous les deux pour leur dire, je quitte Michelin, je vais devenir comme vous, quelque part. Bon. Donc j'ai posé la question aux deux en me disant, ils me connaissent très bien, qu'est-ce que vous en pensez? Et la réponse a été la suivante. Olivier, lui, pensait, il se dit, tu vas prendre un petit peu d'argent de Michelin, passe l'année qui suit à réfléchir, à prendre le temps, à écrire ton grand œuvre. Leïla me dit, Gauthier, tu es comme moi, en fait, et Leïla, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle me dit, tu as besoin d'être partout, de faire des tas de choses différentes. Et j'avoue que j'ai plutôt... C'est pas que j'ai choisi, en fait, Leïla, c'est qu'en fait, j'ai une prédisposition, tu vois, la chanson des... Tu crois pas qu'ils te parlaient d'eux, tous les deux, en te disant ça? Bien sûr. Bien sûr, c'est parce que eux, c'est ce qu'ils font, quoi. Revenons à toi, parce que c'est toi qui m'intéresse. Donc, ce deuxième bouquin, tu t'es senti une pression, justement, ayant eu le premier, ou aussi une pression de temps. Donc, le deuxième, tu l'as fait un peu vite, parce que Non, je ne l'ai pas fait un peu vite. Oui, j'avais commencé un peu vite, et ensuite, j'ai jeté 180 pages, et j'ai recommencé, j'ai écrit en 9 mois ce que l'homme a cru voir. Voilà. Qui était, en fait, si tu veux, le premier, c'était l'histoire de Rassignac qui partait à Paris, le second, c'était l'histoire d'un ancien Rassignac qui rentrait parce qu'il y avait un secret énorme. C'était l'histoire d'un homme dont la spécialité était l'effacement de la mémoire numérique des individus, c'est-à-dire qu'il avait le passé des gens et leur permettait en fait d'avoir un futur. Et lui, il était persuadé, il était perclus d'évidence que lui avait complètement effacé son passé, et en réalité, il a suffi d'un coup de fil pour le ramener. Et en fait, le lecteur va découvrir, parce que ma première partie est un narrateur omniscient à troisième personne du singulier, donc on voit ce type antipathique, etc. Et dès qu'il remet le pied dans le jardin de son enfance, il dit « je », et tu te rends compte que ce type antipathique n'est pas si antipathique, puisque dès que tu entres dans la conscience de quelqu'un, tu vois, c'est comme si on entrait dans la conscience de Vladimir Poutine, on se rendrait compte que c'est un gros nounours. Oui, à voir. Par contre, tu touches à quelque chose. Je pense que le trait commun de tous tes livres, c'est celui du secret et du secret familial. Il se trouve que, moi je pense que c'est ça le cœur de ton œuvre. Et de ta personnalité et de ton histoire personnelle. Mais déjà, qu'est-ce que ce que je viens de dire t'évoque? Quand tu dis que le secret me passionne, je pense que dans mes romans, en effet, j'ai des angoisses qui reviennent, ou des angoisses, On parlait de nostalgie tout à l'heure. Le secret de famille est aussi un matériau romanesque passionnant. C'est-à-dire que tous mes romans, je les ai construits aussi comme on parlait, là tu m'as dit que c'était assez cinématographique, comme des thrillers ou des polars. C'est-à-dire qu'en effet, à la fin du livre, quand on est arrivé à la fin du livre, on se retourne vers le livre, on se dit « Ah tiens, c'était ça ». Et de la même façon, dans Chef, c'est le cas. En quoi tes secrets de famille ont bouleversé ton existence? La révélation de secrets de famille? C'est très étrange parce que quand tu apprends quelque chose que tu ignorais,
euh, il faut un jeu intellectuel pour y croire. C'est-à-dire, tu sais, parfois, je vais faire une comparaison étrange, mais quand j'étais en Chine devant les pains de sucre et que je regardais ce paysage, tellement étonnant que je devais prendre du recul pour l'admirer. Ou alors j'admirais le paysage une fois que je ne le voyais plus. Et pour les secrets, ça me fait la même chose, c'est-à-dire que je commence à y croire quand je n'y pense plus. Et il y a une... Ce qu'il y a d'étrange, surtout, c'est que on se croit toujours à l'abri de ce genre de révélation. On se dit pas moi, finalement, je suis dans une famille normale, tout va bien, on s'aime. Enfin, en gros, évidemment, il y a toujours des soucis, des disputes, mais... Et des dysfonctionnements. Et des dysfonctionnements, mais qu'on accepte, parce que tu sais, il y a quand même une résilience de l'être humain qui fait qu'on a envie que ça marche, que ça fonctionne. Et puis, il y a cette chose, il y a des révélations qui surviennent. Et je sais qu'on en a parlé la dernière fois. Et je pense qu'on a du mal à mesurer ce que ça fait à l'intérieur de nous. Parce que toi, peut-être, tu as plus de facilité à mesurer. Et je crois que l'écriture, pour ça, est formidable. Tu sais ce qu'il y a d'intéressant aussi, si je peux parler un peu de mon œuvre, c'est la figure de la mère dans les romans qui n'est en rien la figure de la mère qui existe. Je suis très proche de ma mère. Je pense que je suis aussi un petit peu devenu écrivain à cause de ma mère. Ma mère est prof de lettres. Elle a toujours placé la littérature et les écrivains, tu vois. Je ne vais pas chercher très loin, hein, mais je pense que ça a beaucoup joué. Et elle a eu toujours avec moi une bienveillance et avec subtilité, elle m'a toujours poussé plus haut. Elle me dit non, tu peux mieux faire, ça c'est pas mal, mais tout en étant bienveillante. Voilà. Et dans tous mes livres, le premier, le deuxième et le troisième, les mères, hein, pas les grands-mères. Hein. La figure de la grand-mère, dans mes livres, elle est éternelle, elle a des solide, elle est inébranlable, je dirais. Inébranlable, c'est le roc dans tes livres. Bon, alors, à la fois, j'ai eu des grand-mères comme ça aussi. Mais la figure de la mère dans mes romans est totalement absente, distraite. On ne sait même pas si elle aime ses enfants. Et alors ça ambivalente. Ouais. À l'égard de sa maternité. Ouais. C'est vrai que je n'ai jamais réussi. Et le père un peu falot. Hein, un peu faible. Ouais, un peu faible. Mais moi, j'écris des romans, et je m'en suis rendu compte depuis le début. Qui se ressemblent. Déjà qui se ressemblent, mais où les patronnes sont les femmes. Les patronnes sont les femmes. Finalement, c'est Yumi, elle est plus forte que Christophe. Yumi, c'est la chef pâtissière japonaise. On croit que c'est Christophe qui maîtrise, mais pas du tout. Tu vois, dans la scène où il se retrouve dans la cuisine, qui est une scène érotique, c'est elle qui dirige. Elle est sublimée, la femme. Ouais. Elle est sublimée. Il y a la grand-mère, il y a Eva Tranchant, qui est la jeune chef, qui finalement va complètement bouleverser Paul Renoir et qui va le faire changer. Et la patronne du Michelin, qui est une femme à cette époque, qui propose aussi de bouleverser un petit peu le monde de la cuisine. C'est elle qui va avoir le courage de bouleverser le monde de la cuisine. Je pense que les gens doivent lire le livre. Hein, oui, c'est bien de le dire. Hein. Ouais. Il vaut mieux le lire. Et d'ailleurs, je les encourage, il est vraiment magnifique. Et puis, c'est délicieux, il y a plein de choses. Donc, continuons. Donc, tu t'es rendu compte de ça sur des figures de femmes. Je me suis rendu compte et je me suis posé la question, pourquoi ? Eh bien, je n'ai pas de réponse. Je peux te donner des pistes, si tu veux. Pourquoi est-ce que j'aurais peint une figure maternelle ? Un peu absente ? Oui, Parce qu'elle est peut-être absente à elle-même. Pas à toi, mais à elle-même. Au fond de moi, je pourrais, en effet... là, on est... Bon, on va pas faire de la psychanalyse, mais peut-être que j'idéalise ma mère, d'accord ? Donc, je la place sur un piédestal, et que l'ayant placée là, je suis obligé de créer un personnage qui est à l'inverse de ce qu'elle est. Comme ça, je n'effleure pas la statue. Le suicide, ça vient d'où ? Ça revient aussi. Le suicide, c'est quoi, je t'avoue que c'est quand même... déjà, c'est une question qui est... C'est Camus qui disait que c'était en fait la seule question philosophique qui soit le suicide. Mmh. Tu as déjà pensé ? Moi ? Non, pas du tout. Et je parle de Sisyphe, d'ailleurs, c'est assez drôle. À un moment, j'ai dit, il faut...
je ne pense pas que Sisyphe soit, comme le prétend Camus, heureux. Parce que les chefs sont décisifs, c'est-à-dire cette façon de recommencer quotidiennement. Ce qu'ils font en cuisine, on pourrait dire que les femmes aussi sont décisives, mais décisives de la vie domestique. Alors est-ce que c'est pas pire? C'est vrai que pendant des années, d'ailleurs c'est ce que j'explique dans mon roman, c'est que les femmes ont inventé la gastronomie et les hommes se la sont appropriée. Et dès lors que les hommes se la sont appropriée, la gastronomie est devenue compétitive et puis devenue quelque chose de plus noble, on va dire. Tu vois, comme si finalement un plat d'une mère ou une grand-mère à la maison n'avait pas quelque chose de noble, alors que c'est ce qu'il y a de plus beau. Quelle est la plus belle chose que ta mère t'ait dite? Qu'elle était fière de moi. Et la plus dure? Je n'ai pas de souvenir de dureté. Non. Non. La chose la plus blessante qu'une femme t'ait dite? J'ai pas non plus de souvenir d'avoir été blessé. Mais tu sais, moi, j'oublie très vite. Ah ouais? Ouais. Par exemple, je ne garde de mon enfance que des bribes de souvenirs éparses. J'ai noté des phrases dans ton bouquin que j'aimais bien. Un cuisinier trop généreux, c'est comme un écrivain qui sourit, pas crédible. S'il y en a tant dans l'assiette, c'est qu'on gagne en quantité ce que l'on perd en qualité. Si l'auteur paraît heureux, c'est qu'il n'a pas assez souffert, alors qu'il est là pour pour en baver, pardon. Tu vois, lapsus. Un chef adulé fermait la porte des toilettes à clé. Les apprentis n'avaient d'autre choix que de porter des couches pendant le service. Tout le monde sait, personne ne parle. Qu'aurait-il fallu dire? Que les chefs sont égocentriques, violents et autodestructeurs. C'est le métier qui veut ça. La recherche de la perfection est par définition vouée à l'échec. L'excellence quotidienne, un mirage entretenu par une poignée d'illuminés et perpétué par des disciples aussi fous que leurs aînés. MeToo, désolé, on n'entre pas. Le monde de la cuisine demeure l'illustration moderne de la plus évocatrice du darwinisme social. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus bosseurs ni les plus talentueux, mais ceux qui sont parvenus à survivre. J'aime bien cette idée de darwinisme social. Je l'avais noté, celle-là aussi. Ça t'est venu comment, ça? Par l'observation, je commence à les connaître. Dans la famille, on a le chagrin timide. Ça vaut pour ta famille? C'est ce que tu dis, page 102. Mmh. Ouais? Ça veut dire qu'on a le chagrin élégant aussi. Donc il y a quand même une forme d'esthétisme dans tout ça. Mmh. Ouais. Moi, on a le chagrin de... Moi, je suis à moitié... je suis italien et espagnol, et ce sont des gens qui ont vécu des choses difficiles et qui, en effet, ont le chagrin élégant. Ils souffrent, mais ils se taisent. Contrairement à notre époque. Où il faut vraiment dire quand tu souffres. Et même quand tu ne souffres pas, il faut dire que tu souffres. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est... on vit dans une époque de la complainte. En perpétuel. Oui, c'est une forme exacerbée d'individualisme aussi. Il faut signifier la singularité de son état d'âme. J'ai une dernière petite question, même si c'est une belle manière de terminer sur ce sujet. Je voulais juste te parler du processus créatif. Tu me dis souvent que toi, tu as besoin, pour écrire, tu as besoin que tout soit calme, plutôt apaisé, que les choses soient bien organisées. C'est toujours le cas. Et quel est ton processus? Quand est-ce que tu écris? Plutôt le matin? Comment tu... Je n'écris jamais mieux que le matin à 9h. Donc, car en effet, j'aime bien avoir une table propre, rangée, et me mettre à mon travail comme on se met à un travail quand on part travailler au bureau. En revanche, les idées, j'aime les laisser voguer en moi en permanence. J'y pense tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis dans un roman, pendant 2 ans et demi, 3 ans, je ne pense qu'à ça. C'est-à-dire que quand je lis des livres, ils me rappellent à mon roman. Quand je lis des articles, ils me rappellent à mon roman. Et je réfléchis très bien sur la douche. Donc je prends de très longues douches. De très très longues douches. Oh là là. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te demande sur ce livre qu'on ne t'a pas demandé encore? Jusqu'à maintenant, la plupart des papiers que j'ai eus ou quand je suis allé à la radio
on me parle beaucoup de Michelin, de mon passé. Alors, que pensez-vous des étoiles? Alors, les chefs violents? Alors, MeToo n'entrera pas? Et j'aimerais bien qu'on me pose des questions sur la jeunesse du roman. Et ce que tu as fait d'ailleurs, c'est que je n'aimerais pas qu'on pense que mon livre n'est qu'un livre sur la gastronomie. En fait, c'est un livre sur l'humanité. Je parle d'un chef, mais je parle aussi d'une brigade. Une brigade, c'est 10 personnes. Ce sont des jeunes gens. Et puis ce darwinisme social, si j'ai fait référence, c'est pas par hasard. C'est parce que je pense qu'il y a qu'au travers de la cuisine, des brigades, de l'histoire de cet homme, de son entourage, de la première femme, de la seconde, de la grand-mère avant, tu racontes une histoire plus générale. C'est un peu une saga finalement. Ouais, je pense. Ouais. Sur 60-70 ans. Et finalement, à la fin, je donne des réponses, mais je pose aussi des questions. Tu vois bien que c'est aussi une œuvre où je parle beaucoup de famille. Donc pour moi, la famille est un terreau infini. Peut-être que je m'en sortirai jamais. Qu'est-ce que je te souhaite, Gauthier? Souhaite-moi d'être heureux et apaisé. Et partant de là... C'était quand la dernière fois que tu étais heureux et apaisé? Tout est possible. Je crois que je suis généralement plutôt ces temps-ci dans un moment d'apaisement, sachant que je ne le serai jamais. Donc, chacun a sa définition du bonheur. Actuellement, je pense que je suis heureux. Je suis plutôt heureux. Mais c'est quoi alors cette définition pour toi? Le silence intérieur? Ou alors des murmures lointains? Non mais Gauthier, tu te fous de moi. Le silence intérieur, mais t'as jamais le silence intérieur. Tu ne m'as pas l'air de quelqu'un qui cultive le silence intérieur. Ben là, depuis 1 heure, plutôt. C'est vrai? Je vais le prendre comme un compliment. Je me dis que tu vois, finalement, cette expérience est avérée apaisante. Est-ce qu'on peut souhaiter qu'elle le soit aussi pour les gens qui nous écoutent? Car tu sais que mon souhait le plus profond avec ce podcast, d'abord, c'est de démystifier tout le monde de l'écriture, de vraiment partager les conversations informelles et bienveillant, c'est un mot galvaudé aussi. Non, mais ce qu'il y a de bien, ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu rends l'auteur complice de l'auditeur. Peut-être que les gens vont se rendre compte que finalement... Et puis qu'on cherche finalement ce que tout le monde cherche. Bien sûr. Avec un moyen différent. Et que personne n'a les réponses et on fait tous comme on peut, en règle générale. On fait tous comme on peut. Et j'aimerais juste... On essaie de s'arranger avec le sort. Exactement. Alors on laisse les gens sur cette idée qu'on fait tous comme on peut. Et puis les inviter à lire ton livre que je trouve vraiment très beau. Un très très beau travail. Et on sent qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de travail derrière ce livre. Donc félicitations.